Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. T'as 400 points de vente en France, 200 à l'étranger. Le e-com a explosé depuis 2 ans. Dresse-moi le panorama de ton mix distribution. Ouais, bah alors c'est sur ça qu'on a basé quand même, je pense, notre croissance. J'évite de mettre tous mes œufs dans le même panier. Pour moi, plus on a de canaux d'acquisition, plus ce sera solide dans la durée. Alors, c'est pas le plus facile, mais c'est pour ça que depuis le début, on a une stratégie retail. Quand on a fait nos prix, on a pensé à la marge revendeur, ce que beaucoup d'entrepreneurs font pas quand ils démarrent déjà sur le web, c'est qu'ils oublient un petit peu ça et ils se retrouvent un peu bloqués. Nous, dès le départ, on a rentré les retailers. Donc, c'est vraiment 2 jambes sur le B2C. On vend sur notre site e-commerce et on vend via les retailers. Ensuite, j'avais toujours, moi, l'activité B2B, où du coup, je vends en marque blanche, je fais du cadeau d'affaires, je fais du goodies. Donc voilà, c'est 3 moyens de vendre. Et après, même dans ces canaux-là, par exemple, pour le retail, on fait du démarchage nous-mêmes, on passe par des plateformes type Encore Store Offert, tu l'as expliqué, on fait des salons maison objet. Donc voilà, on n'a pas qu'un seul canal non plus. Et sur le e-commerce, c'est pareil. On travaille beaucoup le SEO, on travaille le SIA. On travaille beaucoup les réseaux sociaux et dans les réseaux sociaux on n'est pas juste Meta, on est aussi Pinterest, TikTok et AdWords. Du coup voilà, plus on en explore, alors parfois il y en a qu'on enlève parce qu'on se rend compte que ça fonctionne pas et que c'est énergivore, mais globalement plus on a de piliers et plus on est solide pour moi dans la durée, mais ça va plus lentement du coup. Oui, en même temps, t'es le seul maître à bord, t'essaies de construire quelque chose de solide, et puis tu as cette mission de permettre à des femmes de travailler pas pour 6 mois, mais justement pour 2-3 ans, pour les nouvelles que tu recrutes. Je reviens sur le wholesale. J'ai dit 400 points de vente en France, 200 à l'étranger. Comment est-ce que tu les as trouvés? Donc tu me parlais de Maison et Objets? Tout à fait. Maison et Objets, c'est le salon incontournable pour la mode et l'accessoire, en tout cas pour nous. Donc on le fait depuis le tout début, donc septembre et janvier. Donc c'est un de nos premiers fournisseurs de boutiques, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, c'est devenu un salon client où on rencontre nos clients de partout en France. Donc voilà, c'est pour nous, c'est le premier. Après, les réseaux sociaux, on commence à se faire connaître. Tu l'as fait depuis quand? Le premier, c'est 2018. Même avec mes petites pochettes, définition amont, je le faisais. Ok. Donc t'as quand même sorti du budget pour aller au ça se négocie au tout départ quand on est tout premier, tout start-up, on pleure un petit peu, on est un peu au fond, mais on arrive à pour 2000 € à avoir un petit stand et à faire quelque chose quoi. Ok. Aujourd'hui, t'y vas toujours? J'y vais toujours. Ok. Et c'est comme ça que t'as pu. Alors t'es distribué chez Nature et Découverte, Monoprix, Galeries Lafayette, Altermundi. Ouais. Tu les as tous trouvés via Maison et Objets? En partie Altermundi par exemple, Nature Découverte oui, et après forcément c'est un cercle vertueux qui se met en place, plus on est visible, plus les gens, aujourd'hui c'est plus moi qui démarche, c'est nous qui sommes recherchés et on nous contacte beaucoup sur Instagram, notamment des concept stores en province ou à l'étranger qui ont vu notre marque et qui la veulent dans leur boutique parce qu'elles ont vu que ça marchait et qu'on avait un gros stand à Maison Objet. Donc aujourd'hui on est plus dans cette position là, alors qu'avant c'est nous qui allions chercher le prospect et après voilà des collabs comme des discussions avec Monoprix ou Galeries ou le Printemps, ça se fait sur la durée, donc c'est des rencontres au salon, c'est aussi nous qui proactivement essayons de les démarcher en leur proposant des produits, en leur envoyant des échantillons, donc il y a un mélange un peu des deux. Mais voilà, il y en a ces salons et d'autres c'est plus un démarchage personnel. Ok, intéressant. Et il y a quelqu'un qui est en charge de ça dans ton équipe? Oui, on a 2 personnes qui s'occupent vraiment que du retail, en acquisition et en fidélisation, parce que c'est aussi, il faut s'en occuper. Du coup, aujourd'hui, il y a 2 personnes un peu à plein temps qui sont. Mais avant, c'était moi. Ok. Et passer de B2B et quelques centaines de milliers d'euros, à ce que tu as fait aujourd'hui, avec 400 points de vente en France, 200 à l'étranger, ça s'improvise pas en termes de prod, en termes de stock, en termes de réappro, tu vois. Non, je suis d'accord, mais c'est encore une fois, ça c'est le gros avantage d'avoir développé une partie B2B où moi j'avais habitué mon atelier à faire, nous on avait des commandes de 20 000 sacs, des tote bags, 10 000 trousses, etc. Du coup, moi l'atelier était déjà dimensionné pour avoir des productions assez costauds sur le B2C. Notre difficulté, ça a été la formation des femmes, parce que faire un tote bag, c'est pas pareil que faire une banane ou un sac à dos. Donc c'est là où on a mis un
peu de temps et où du coup on a eu beaucoup de problèmes de stock en 2023 parce que en fait les femmes, pour les former, il fallait 2-3 mois pour les faire passer d'un tote bag à des sacs, et du coup on a eu un peu de problèmes là-dessus. Mais globalement, surtout quand tu fais un x4 en plus en CA sur l'année. Ouais, voilà. Du coup c'est pour ça qu'on a fait on aurait dû faire une année meilleure. On a clairement perdu 1 million, 1,5 million de CA sur les boutiques parce que dès juin on a eu des ruptures de stock qui n'ont jamais cessé. Surtout Noël. Et même à la fin de Noël, j'avais baissé tous mes canaux d'acquisition le 10 décembre, qui sont les pics, parce que en fait, fallait livrer avant Noël et qu'on pouvait plus au bout d'un moment. Ok, intéressant. L'étranger, tu l'as abordé. Donc, tu vas en Allemagne et aux États-Unis, ça représente quoi en chiffre d'affaires ? Alors, le chiffre d'affaires, c'est pas énorme parce que c'est une 60aine de boutiques. Donc, je dirais que sur du retail, il y a à peu près une centaine de milliers d'euros sur chacun des 2 pays qui sont là-bas. Ok. Pas plus. Que tu as réussi à lancer grâce à Encore Store et Faire. Ouais, notamment ça, c'est 2 plateformes qui sont apparues il y a pas si longtemps que ça, qui ont fait des grosses offres au départ, qui ont été très visibles parce qu'ils ont mis énormément de budget marketing pour être visibles, notamment sur les boutiques. Et c'est vrai que Faire, notamment à l'étranger, qui est en gros l'américain, Encore Store l'européen, Faire nous a apporté 90% des boutiques qu'on a aujourd'hui aux États-Unis, et Encore Store a aidé à vraiment accélérer notre processus de recrutement sur la boutique en France et un peu en Europe. Et c'est ce qui explique qu'on est passé de moins de 100 boutiques à 600-700 en 18 mois, 20 mois.